Salut tout le monde, ici Yann, je suis avec Vincent. Salut! Alors, on est ensemble pour faire l'analyse des changements des coûts en points pour les factions de la Grande Alliance Chaos. Donc, c'est la dernière des quatre qu'on fait. On a déjà publié les reviews des trois autres grandes alliances. Alors, Vincent, tu joues Khorne, tu joues les Slave to Darkness, tu as étudié aussi Slaanesh, Nurgle, parce que c'est des factions que tu réfléchis à peut-être éventuellement collectionner. Donc, c'est principalement toi qui va commenter. J'ai eu la chance aussi d'affronter à plusieurs reprises différentes factions chaos, donc je pourrais peut-être ajouter des petits éléments d'expérience autour de ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a certaines factions qu'on connaît moins, qu'on va dire les coups en point, nos impressions générales, mais on ne se lancera pas dans les commentaires là, si on ne connaît pas la faction très bien. Non, effectivement, on ne se prétend pas expert de toutes les factions, évidemment. Donc on commence avec les Beasts of Chaos. Les Beasts of Chaos qui, dans le méta, avaient beaucoup de difficultés. C'est une faction que nous on classe dans le dernier tiers, le tiers 3, quand on regarde leur pourcentage de victoire dans les tournois et tout ça, c'était plutôt bas, c'était plutôt difficile, donc il allait dans le bas peut-être avec les Stormcast puis les Sylvanettes. Donc, sans surprise, mais heureusement, on a plusieurs changements de coûts en points. Il y a les Tsangar qui ont par contre perdu leur bonus de horde. Ça, c'est un peu étonnant. Ben en fait, c'est peut-être pour les joueurs de Tsenj qui les jouaient peut-être en bloc, fait qu'ils ont perdu leur bonus de horde là, mais c'est le problème des unités qu'on retrouve dans plus qu'un Battle Tome. Des fois, leur coût en point dans un Battle Tome est bien équilibré parce qu'ils bénéficient de certains bonus intéressants, puis quand on les trouve dans l'autre faction, ben là, finalement, ils sont moins intéressants dans cette faction-là. Puis ils sont punis finalement pour faire partie de plus qu'une faction. C'est peut-être ça qui s'est passé. De toute façon, ça, je l'ai dit dans un autre rapport, je comprends pas comment Games Workshop décide que certaines unités ont droit à des bonus de horde, puis d'autres n'ont pas le droit aux bonus de horde. Puis c'est ça, ça semble un peu arbitraire de la part de Games Workshop. Ouais, puis même le bonus, la réduction en coût pour la dernière tranche qui nous amène au bonus de horde, est souvent inégale. Donc parfois on a une économie qui est mineure, d'autres fois c'est vraiment important. Puis parfois à l'intérieur du même Battle Tome, par exemple, mes Sylvanettes, je paye 100 points pour 10 dryades, 200 points pour 20 dryades, 270 points pour 30. Donc j'ai une réduction de 10% pour jouer l'effectif maximum, alors que les Spite Revenant, on en a 60 pour 5, 120, 180, 200. Donc là on a 40, donc on a 20% de réduction pour aller au lieu de 10%. Pourquoi non, ça semble obscur un peu. Oui, vraiment. Mais donc les Beasts of Chaos, comme je disais, avaient besoin d'aide. Ils ont plusieurs réductions de coûts en points. On a la Chimera, la chimère qui passe de 240 à 220. On a le Dragon Ogre Shagot qui passe de 180 à 170. On a le Shaman Tsangar qui passe de 160 à 150. On a la Cocatrice qui passe de 100 à 90. On a le Dragon Ogre qui passe de 140 à 130. On a les Tsangar Enlightened on disc, là, sur disque, qui passent de 160 à 180, donc eux augmentent. Puis on a des réductions de 10 à 20 points là, sur différents bataillons. Les Brasses des Spoilers qui perdent 10 points passent à 180. Le Phantasmagoria of Fate qui passe de 200 à 180. Le Pestilent Throng qui passe de 200 à 180. Et le Thunderscorn Stormherd qui passe de 190 à 180. Donc, dans tout ça, Vincent, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Que les Beasts of Chaos vont rester dans le tier 3, que ça ne fera pas de différence malheureusement. En fait, les Tsangar, qui sont quand même une bonne unité, et les Enlightened sur 10, les Tsangar Enlightened sur 10, qui est une autre bonne unité, les deux ont eu un up de coût en points, soit par la perte du bonus de réduction de horde, soit tout simplement sont à 160-180 les Enlightened, parce que c'est une bonne unité, puis en Tsenj qui joue bien, qui va bien dans le méta à l'heure actuelle, c'est une unité qui pouvait être jouée, qui était jouée d'ailleurs. Mais là, ça fait que les Beasts of Chaos, les unités de Battle Line, les gros régiments qu'on veut jouer, les Ungor, les Ungor, même les Tsangar, soit il n'y a pas eu de changement, soit il y a eu un changement vers le pire. Donc les Beasts of Chaos n'ont pas été vraiment aidés. C'est sûr qu'il y a des petits changements intéressants, un petit 10 points, un petit 20 points sur les bataillons, mais ce ne sera pas assez pour changer significativement la liste. C'est pas comme si on avait une liste qui était déjà bien positionnée dans le Fat Middle, puis on avait fait des petits ajustements pour lui donner un petit up un peu pour qu'elle puisse rivaliser avec les grosses armées. On avait une armée qui était faible et elle a à peu près pas eu de changement significatif.
Fait que c'est triste un peu pour les joueurs des Beasts of Chaos. C'est une belle faction. Qu'on va continuer Mais à jouer pour le plaisir, mais pas pour bien faire en tournoi. exactement. On passe à Khorne, ça c'est une armée que tu joues. On a d'ailleurs publié notre premier rapport de bataille sur la chaîne. Tu as joué les Tyrants of Blood. Donc il n'y a eu aucun changement par rapport au changement qu'il y avait eu à la fac de décembre. Il y a seulement le modèle, le gigantesque dragon de Forge World qui passe de 1200 points à 1100 points. Donc c'est une superbe pièce, mais qu'on joue de manière complètement casuelle là, pour le plaisir. Ouais, je l'ai vu une fois dans une liste de tournois, un assez gros tournoi. Il avait vraiment bien réussi avec le dragon. C'est sûr que peut-être dans un tournoi, pas un gigantesque tournoi, mais un tournoi à une vingtaine de joueurs, si personne n'est préparé à tuer une bébite de 30 points de vie, peut-être que tu peux se surprendre avec ça. Fait que le 100 points de moins est bienvenu. Là. Je trouve quand même que ça demeure difficile de rentrer 1100 points pour une seule figurine dans ton armée. Mais la figurine est énorme, ça doit faire très très beau là, comme pièce centrale d'une collection, je ne la possède pas. Pour ce qui est de l'absence de changement chez Khorne, je vais t'avouer qu'au début j'étais un peu déçu. Parce qu'il y a certaines unités qu'on voit quand même un petit peu moins. J'aurais aimé un petit 10 points, un petit 20 points ici et là pour rebalancer. Quand j'ai vu que les Libérateurs avaient perdu un 10 points chez les Stormcast, je me disais, peut-être que les Blood Warriors aussi vont perdre un petit 10 points. C'est une unité Battle Line qui est intéressante. Quand ils meurent, ils pile une deuxième fois, mais qui ne punchent pas. Ils n'ont pas de reine. Ils ont 2 attaques seulement chacun. Pour des suivants de Khorne, je trouve que c'est un peu décevant. Fait que j'aurais peut-être aimé des petits changements ici et là, mais Khorne me semble être positionné dans le milieu du Fat Middle. Peut-être un peu bas, mais somme toute, je l'ai joué, puis quand on joue, mettons, les Tyrants, on réussit à bien faire, même si c'est une liste qui est quand même fragile, là, et très vulnérable au tir. C'est sûr que dans le méta, comme on voit les prochains développements, avec une arrivée en force des armées de tir, les Caradrons qui ont eu des ups incroyables, on en a parlé c'est-à-dire qui ont eu des réductions de coûts incroyables, on en a parlé dans notre analyse des changements des coûts en points, là, des factions de l'ordre, avec Tzeentch, avec plusieurs armées donc, qui vont pouvoir, les Luminettes aussi, qui peuvent avoir... Les Séraphons. Les Séraphons, oui, les Séraphons qui tirent. C'est sûr que Khorne et les Blood Tyrants en particulier vont être extrêmement vulnérables. C'est des monstres qui ont 14 points de vie, 4 plus de sauvegarde, pas de feel no pain, ça va faire mal quand ils vont se faire tirer dessus. Oui, puis je pense que là, Khorne en fait sa place dans le méta, je m'attends à la voir encore descendre. Parce que justement, si le tir devient dominant, ou du moins s'il prend une place plus importante, c'est une faction qui n'a pas de bonus de mouvement. C'est une faction qui est lente. Même notre cavalerie avance à 8 pouces seulement. Nos unités, les Blood Warriors, c'est du 5 pouces de mouvement. Et à part une habileté dans la charte des Blood Point, qui nous permet de faire un mouvement pendant la phase de héros, il n'y a pas moyen de leur donner des bonus vraiment pour aller plus vite. Là, certains vont me dire oui, peut-être la Gortide. Malheureusement, la Gortide touche juste les Blood Warriors et les Blood Reaver. Elle touche pas les unités d'élite comme les Skull Reaper. Fait, ça devient difficile, on manque de mobilité. Fait que si l'adversaire a beaucoup de tirs, on l'avait déjà parlé, si un adversaire a du tir de 18 pouces, il met à 18 pouces, il tire sur une unité d'infanterie qui a 6 pouces de mouvement. L'unité d'infanterie ne peut pas le charger, elle va avancer de 6 pouces, puis après ça prend une charge à 12 pouces pour aller le chercher. Fait que ça prend un double tour pour être capable d'aller chercher les tireurs. Là. Donc, contre les Caradrons, ça va être extrêmement punitif parce qu'ils ont une tactique de je te tire, je recule, je me sauve, tout ça. Ça va être, je pense que ça va être difficile. Je m'attends à voir Khorne descendre dans le méta suite à ça. D'ailleurs, dans la review du Battletome puis de la fac French Wargame Studio en fait, Pride plaçait Khorne très bas. Comme dans le méta. Là. Il est placé au niveau des Sylvanettes et tout ça. C'est peut-être un peu sévère. Ton expérience avec Khorne est un petit peu plus positive que ça. Oui, je pense que ça allait mieux. J'ai affronté tes Gloomspite avec, tes Sylvanettes. J'ai eu des défaites, j'ai eu des victoires, mais somme toute, j'ai l'impression que je cognais quand même un petit peu plus fort. Mais là, avec le méta qui tourne tranquillement, où le tir va prendre plus d'importance, je pense qu'effectivement, le Khorne va se retrouver là, dans le bas de la liste. Quand on regarde le méta américain, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même plusieurs gros tournois par année dans lesquels il y a une centaine de joueurs et plus, donc c'est intéressant comme échantillon. On voyait toujours plusieurs listes Khorne dans ces tournois-là, et principalement la liste avec des Tyrants of Blood, à 3 à 4 Bloodthirster. J'ai hâte de voir si dans les prochains tournois, on va avoir autant de Khorne ou si le tir va
moi, je m'attends à les voir moins. J'ai essayé les Tyrants en tournoi. On a un gros tournoi qui s'en vient là et j'ai choisi de ne pas les sortir parce que je m'attends qu'au tour 1 ou 2, il ne restera plus vraiment de Bloodthirster sur le jeu de mon côté. Puis je vais avoir perdu essentiellement toute la force d'impact de ma liste. Donc, je pense que là, à l'heure actuelle, la position de Khorne est assez précaire, malheureusement. Parce que justement, c'est un tournoi dans lequel on s'attend à ce qu'il y ait plusieurs armées de tir. On s'attend au moins 4, 5, peut-être 6 Caradrons, des Tzeentch, des Skaven, des Séraphons, assurément. Donc, tout ça additionné, on peut se retrouver avec un 20, 25, 30% des armées qui sont des listes de tir. Fait que, ça peut être presque une liste sur 4. Une armée, une partie sur 4, une partie sur 3 où tu affrontes une liste de tir. Il faut être préparé à affronter ça. Il faut être préparé. Alors, on est rendu à parler de Tzeentch. Tzeentch qui était top méta. Bon, premier changement, on voit le Gun Summoner qui pouvait invoquer 10 Pink Horror. Maintenant, il peut n'en évoquer que 5. Ça, c'est un changement cohérent. C'est pour 240 points de Gun Summoner, pouvait summoner 200 points d'horreur. C'était 200 points. On va en parler. Il y a eu un changement de 3 points des Pink Horror. Fait que ça nous faisait un sorcier de niveau 2 qui finalement nous coûtait 40 points. Donc c'était ridicule. Fait que ça, c'est un changement qui est cohérent. Et on va voir qu'en Slave to Darkness, il va y avoir le même fac aussi, le même changement. Summoner 10 Pink Horror avec un sorcier qui vaut 240 points, c'était un petit peu ridicule. 10 Pink Horror, c'est 50 points de vie, parce qu'ils se décomposent en Blue Horror. Puis les Pink Horror eux-mêmes sont des sorciers. Donc lorsqu'ils sont 10 ou plus, ils sont sorciers. Fait que là, tu summonnais un sorcier, dans le fond une unité de sorcier, avec une unité qui finalement se retrouvait à coûter seulement 40 points, ça n'avait pas de sens. Fait que là, en summonnant 5, on est quand même à 25 points de vie, c'est très bien. Mais l'unité n'est pas sorcier lorsqu'ils sont seulement 5. Non, puis là, ils se valent seulement, dans le fond, même pas 110 points parce qu'ils ne sont pas sorciers. Fait que somme toute, là, ça fait que le Gun Summoner devient avec un coût en points qui est cohérent pour un sorcier de niveau 2. Justement, les Pink Horror sont passés de 200 à 220 points. Oui, ben là, c'était une des unités qui dominait le méta. Si vous avez eu la chance ou la malchance d'affronter, dépendamment de votre expérience, quand il y a une vingtaine de Pink Horror sur un objectif, on sait qu'on ne prendra pas l'objectif rapidement. On va tuer les Pink Horror, vont devenir des Blue Horror, vont devenir des Brimstone. Fait que là, d'augmenter le coût, ben, ça va obliger les joueurs Tzeentch à peut-être en mettre moins dans leur liste, ou s'ils en mettent autant, ben, il va y avoir moins de sorciers derrière, donc moins de points aussi d'invocation qui vont gagner. C'est sûr que ça va avoir un impact là, sur la liste. C'est quand même un changement important, c'est 20 points de plus, un 10% d'augmentation. On a le Changeling qui passe de 120 à 140, puis les Flamers qui passent de 120 à 140 aussi. Ouais, le Changeling, ben, c'est un héros qui a une belle habileté, qui peut être vraiment embêtante, donc c'est correct qu'on l'ait augmenté son coût en points. Et pour ce qui est des Flamers, ben, moi je suis très content d'un 20 points de plus, c'est une des unités de tir les plus redoutables. Il y a un ratio de dégâts à distance qui était très très élevé. Donc j'aime ce nerf-là. En fait, de façon générale, je peux me permettre un commentaire sur Age of Sigmar. Je joue à Age of Sigmar, moi principalement parce que j'aime le corps à corps. Oui. J'aime le déplacement stratégique. Bon, on va le voir, on va publier un rapport de bataille où on l'a publié au moment où on tourne la vidéo. Où j'ai fait une erreur, il y a un de mes personnages importants que j'ai perdu parce que je l'ai mal protégé avec mes cordons. Ben ça m'a fait de la peine un peu de le perdre. Ça m'a fait mal sur le coup. J'ai dit oh shit, mais c'était mon erreur. Puis je vis avec, j'ai fait une erreur de placement, la prochaine fois je le placerai mieux. Mais contre du tir, ça devient difficile de protéger nos héros. Là. Si je prends l'exemple ultime, bon, les luminettes, ben, avec leur archer, leur sentinelle, là ils vont faire des blessures mortelles sur des 5 ou des 6 à distance, pas besoin de ligne de vue. Là, je trouve que ça devient difficile de 30 pouces. Plus leur mouvement. Pas de ligne de vue, c'est rendu là, c'est que c'est. Il n'y a plus de tactique. C'est ça le problème du tir, c'est que lorsqu'une armée repose essentiellement sur leur tir, il n'y a presque pas de tactique. C'est essentiellement, ben, je détruis toutes les unités clés à distance, puis voilà. C'est ça. Alors j'aime que AOS soit un jeu plus de corps à corps, de mouvement, de déplacement, puis que le tir soit là en appui pour enlever. Bon, un petit écran qui est désagréable pour affaiblir une petite unité contre laquelle on peine en corps à corps à triompher, ou pour sniper un petit héros qui a eu l'imprudence de sortir de son couvert ou qui n'est pas resté derrière une pièce de terrain qui le cachait. Donc ça, je trouve ça intéressant, mais je préfère que le jeu ne tourne pas trop vers le tir. On voit que présentement, le tir prend beaucoup de place. Donc un changement comme ça aux Flamers, pour moi, c'est un changement qui est bienvenu, surtout que l'unité était trop forte. C'est une unité de tir qui était trop forte pour son point en point.
Donc pour Tinge, on est plutôt satisfait des changements. On verra l'impact sur le méta. Est-ce qu'ils vont rester top méta? Est-ce que ça va les faire diminuer un petit peu? Difficile à dire pour l'instant. On passe maintenant à Slaanesh. Oui. Donc Slaanesh avait déjà eu un gros nerf à la fac de décembre dans sa charte d'invocation. C'est-à-dire que essentiellement, les coûts pour invoquer des unités avaient augmenté d'environ 50%. Là, dans la fac, ou plutôt le manuel général qu'on vient d'avoir, on a quand même encore des nerfs. Donc ça nous a surpris un peu de voir Slaanesh se faire nerfer une deuxième fois, alors qu'il n'y a presque pas eu d'événement majeur entre la fac de décembre et maintenant. Donc on n'a pas pu voir l'impact réel du nerf à la charte d'invocation. Donc c'est un peu surprenant. On a les démonettes qui perdent leur bonus de horde. Ouais. On a le Contorted Epitome donc, qui passe de 200 à 210. On a le Keeper of Secret qui passe de 360 à 380. Ça commence à être beaucoup de points. Shalaxi qui passe de 340 à 360. On a les Fiends par contre qui descendent de 210 à 190. On a le Edel Strider qui passe de 100 à 110. Et on a des changements sur certains bataillons. Donc le Hedonite Host prend 10 points. Le Seeker Cavalcade prend 10 points aussi. Et les Suprêmes Sybarites prennent 30 points, passent de 120 à 150. Et finalement, leur Endless Spell, Wheel of Excrucification, passe de 40 à 50. Donc Vincent, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mon impression générale, puis ça je l'avais déjà vu quand j'ai joué Legion of Nagash, je fais partie de ces joueurs-là désagréables qui jouaient 2 gros blocs de Reaper au temps où c'était dominant avec Nagash. Et là les gens se sont plaints parce que c'était trop fort. Effectivement c'était trop fort, là, avec un point de commandement on ramenait à une unité de Grimghast Reaper. Puis Games Workshop je pense c'est très très sensible aux critiques. Puis il avait visé cette liste-là, il y a eu un nerf immense. Pour Slaanesh, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a une liste qui dérangeait vraiment beaucoup dans le méta. La liste où on joue 3 Keeper of Secret, on joue l'Epitome aussi, et on joue les petits Elstriders, son unité Battleline qui coûte peu cher pour avoir le maximum de points pour nos gros Keeper of Secret. Et là, dans le fond, on essaie d'avoir le plus de points possible d'invocation pour pouvoir ramener un autre Keeper of Secret sur la table. Il y a une liste particulière que Games Workshop avait dans sa mire. Ils l'ont nerfé d'abord en augmentant les coûts pour invoquer les unités, ce qui était déjà un nerf important. Et là, ils tapent encore dessus. Mais là, ça semble être un changement un peu à coup de marteau. Cette liste-là avait été déjà un peu nerfée parce que l'habilité qui fait en sorte que l'adversaire frappe en dernier, c'est sur un 2+, pour les Keepers, c'est passé à 3+. 4+ pour les autres héros, c'est passé à 5+. Donc, il y avait déjà eu un nerf pour cette liste-là. On n'a pas eu le temps de voir l'effet. Moi, j'ai joué dans un petit tournoi d'une journée. On était une dizaine de joueurs il y a 2 semaines. J'ai joué contre une liste Slaanesh. Puis, sur 3+, ça se rate. Son keeper a raté son jet sur 3+, pour que je frappe en dernier. Mon Frostlord a tapé, a tué le keeper, puis c'était fini. Fait que c'est extrêmement punitif pour eux parce que cette habilité-là n'est plus si fiable que ça. Donc ça devient un peu un gamble, un pari. Puis, quand l'habilité était sur du 2+, avec les keepers, tu pouvais envoyer tes 3 keepers au combat, puis tu étais pas mal certain que les 3 allaient frapper avant que l'adversaire puisse te frapper. Mais maintenant, le locus a diversion sur 3+, comme tu dis, si tu envoies tes 3 keepers of secret, tu prends un gamble, parce que statistiquement, il y en a un des 3 probablement qui ne réussira pas son jet, puis tu vas être obligé de frapper avec lui avant. Fait que là, mais tu peux en rater 2 ou 3. Fait que là, je trouve qu'il avait déjà fait des beaux nerfs intelligents dans la fac de décembre. Ça demeurait, je pense, une liste d'armées qui était forte, qui était dans le haut du méta. Mais là, j'ai l'impression que tous ces petits 20 points-là, les 10 points qu'on a rajoutés ici et là, les points sur les bataillons, vont lui faire mal. Je pense que pour ce qui est du Endless Spell, ça c'était bien vu. Le 10 points en plus, il était un petit peu underpricé à 40 points. Mais j'ai l'impression que Games Workshop a été un petit peu trop sensible peut-être aux critiques. On aurait dû laisser un peu de temps pour voir quel est l'impact des changements qu'on a déjà fait dans la fac, puis attendre de voir si vraiment la faction nécessitait encore des hausses de points en points comme elle a eu. je pense qu'avec ce deuxième nerf-là, Slaanesh va passer
dans le Fat Middle, le tiers 2. Oui, oui, elle va demeurer une bonne liste, Oui. là, c'est sûr. Mais en fait, c'est que ma tristesse pour, Slanesh, c'est quand on compare au Fire Slayer ou au Séraphon, qui eux ont presque pas été impactés par les changements de coup en point, Alors qu'il domine. alors qu'ils dominent. Fait que là, je comprends pas pourquoi Slanesh, eux, ils ont reçu le coup de marteau, alors que les autres factions, finalement, s'en sont tirées assez bien, les factions dans le haut du méta. Et Slanesh, c'est une armée qui s'en tirera pas si bien que ça contre les listes de tir. Parce que les Keepers of Secret ont une sauvegarde à 4+, si ma mémoire est bonne, eux aussi 14 points de vie. Donc ils ont le même problème que les Bloodthirsters de Khorne. Si un Caradron décide qu'il tue tes Keepers au tour 1, il va tuer tes Keepers au tour 1. Ouais, ouais. Il y a l'avantage par rapport à Korn, ils sont très très mobiles, par exemple, ils peuvent Oui, aller ils ont très plus de vite. mobilité. Mais quand même, je trouve que là, c'est peut-être. On y a été peut-être un peu fort. Si ça avait été la même chose pour les Fire Slayer, pour les Séraphons, j'aurais dit, écoute, je comprends, ils ont voulu ramener toutes les armées dans le Fat Middle, ce qui aurait été correct. Mais là, Slanesh est un des grands perdants, je pense, des derniers changements de compte. La belle surprise, c'est les Fiends qui passent de 210 à 190. On les voyait pas beaucoup, c'est une bonne unité. J'en ai affronté justement, puis en groupe de 6, tu as quand même moins 1 to hit contre eux, plus moins 1 to wound. Donc moi je pensais que mon Frostlord en ferait une collation, puis finalement, moins 1 to hit, moins 1 to wound, ça a été un petit peu plus long. Il a fallu que j'amène un deuxième Stonehorn pour les finir. Ouais, ouais. Fait que ils m'ont impressionné par leur résilience. C'est une armée que si je jouais Slanesh, c'est une unité que je testerais davantage. Là. Je pense clairement Games Workshop, par exemple, si on va leur donner ça pour ces changements-là, ils ont voulu rétablir une cohérence interne. Il y avait vraiment une liste qui était privilégiée chez Slanesh. Et là, en faisant ces petits changements de point en point-là, je pense que Games Workshop espère que les gens vont aller piger un peu plus partout dans leur Battle Tome pour choisir leurs unités. Alors on passe aux Magotkins of Nurgle. Donc on a plusieurs changements qui sont très bienvenus. Hein. Nurgle, on les plaçait aussi dans le tiers 3, donc une armée qui avait plus de difficultés que d'autres. On a les Plague Bearers qui passent de 120 à 130. Et à 110. Oui, de 120 pardon, à 110 et de 320 à 300 pour, en effectif maximum. On a le Lord of Affliction qui passe de 200 à 190. Le Glotkin qui passe de 420 à 380, une belle réduction. On a Rodigus qui passe de 340 à 320. La Beast of Nurgle qui passe de 80 à 70. Les Nurglings qui passent de 100 à 80. Les Plague Drones qui passent de 200 à 190. Les Postgoyle Blightlords qui passent de 200 à 190. Les Putrides Blight Knights qui passent de 160 à 140 et de 580 à 500 en effectif maximum. Donc ça fait plusieurs réductions qui sont plutôt intéressantes en fait. En fait, Magotkins of Nurgle, c'est une belle faction. Hein, la roue de la corruption, elle donne plusieurs bonus qui sont intéressants. Il y a des mécaniques aussi pour jouer avec la roue, pour changer l'ordre dans lequel les choses vont se faire, ou du moins pour la replacer pendant le combat. C'est une faction aussi qui a beaucoup de synergie entre les héros et les unités. Chaque unité a son héros dédié, si on veut, qui va leur donner des bonus. Je trouve que c'est vraiment une belle faction. C'est une faction qui est intéressante à jouer, mais qui souffrait du fait que son coût en point était trop élevé, tout simplement. Si je prends par exemple l'unité de base, là, les Blight King, à 160 points, il manquait tout simplement de punch. C'était une unité assez résistante, mais on payait très très cher là, les 5 modèles à 160. Là, on passe à 140. Ça, c'est un changement de 20 points qui est un changement qui fait une différence. Quand tu fais tes listes, là, tu vois que là, finalement, il y a une unité de plus qui va rentrer. Peut-être on va pouvoir grossir une de nos unités. Fait que je trouve que c'est des changements qui sont intéressants, qui vont replacer Nurgle pas dans le top du méta, certainement pas, mais peut-être les replacer dans le Fat Middle. Je pense que oui. J'ai l'impression que ça les amène dans le gros tiers 2, des armées qui sont le fun à jouer, qui sont compétitives, qui sont pas frustrantes ni à affronter, ni pour le joueur qui les joue. Une belle nouvelle pour les... Une belle nouvelle, j'aime bien le Glotkin qui vient de passer de 420 à 380. Je suis un joueur de Slave to Darkness, le modèle du Glotkin je trouve superbe. Là, soudainement ça devient un allié potentiel en Slave to Darkness qui donne des bonus aux unités de Nurgle si on met la marque Nurgle sur Slave to Darkness. Et ça c'est un petit changement là, qui est intéressant. J'ai hâte de voir là, comment les joueurs de Nurgle vont s'en tirer, mais je pense que là, ils vont pouvoir enfin jouer leurs unités et non pas aller chercher des Skaven avec la marque de Nurgle ou des Slave to Darkness avec la marque de Nurgle pour pouvoir jouer leur faction, ils vont pouvoir jouer leurs propres unités. Les modèles, les sculpts sont vraiment beaux.
Bon, on voit des peintures qui sont incroyables, qui sont phénoménales de ces modèles-là. Fait que je suis vraiment content de voir ces changements-là. Alors, Skaven maintenant, donc les Skaven, c'est une autre faction qui était plutôt forte. Il y avait quand même eu des nerfs à la fac de décembre, notamment les moines de la peste avaient eu un nouveau War Scroll complètement. Euh, mais là, on assiste quand même à quelques changements intéressants. On a les Plague Claws qui passent de 160 à 150, la Dome Wheel de 160 à 150, le Hellpit Abomination qui perd 20 points passe à 220. Le Warlock Engineer gagne 10 points de 100 à 110. On a Tankol, le héros nommé qui passe de 400 à 390. Les Rat Ogres qui passent de 100 à 90. On a les Skyer Acolytes qui ont corrigé en fait une erreur qui était dans la fac de décembre. Là, donc l'effectif maximum est à 200 et non à 320. Parce qu'il coûte 60 points au départ par groupe. Et on a les Storm Vermin qui passent de 120 à 100 mais perdent leur bonus d'effectif maximum. Et finalement, on a le Warp Lightning Vortex, donc le Vortex des Skaven qui perd 80 points. 20 points. Qui perd 20 points, qui tombe à 80 points, désolé pour le lapsus. Ce qui fait la joie, comme on en a parlé, des joueurs Caradron qui peuvent utiliser le Spell in a Bottle pour le lancer en pleine tronche au tour 1. Mais pour les Skaven, ça a tout à fait du sens quand même, cette réduction-là. Je pense que oui, effectivement. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, là, je suis vraiment pas un joueur Skaven. J'ai pas eu la chance d'affronter souvent en tournoi. En fait, je pense que j'ai jamais affronté les Skaven en tournoi. Ce que je peux dire, c'est qu'en analysant les listes d'armées qui font des bons résultats dans les tournois, mon constat très très simple, c'est que les unités qui étaient moins jouées ont eu des petites réductions de points en points pour espérer peut-être voir les joueurs les utiliser davantage. On a été chercher un peu de cohérence interne, mais les unités qui étaient jouées, qui faisaient le cas des armées Skaven en tournoi, on n'y a pas touché. Ils ont déjà été touchés dans la fac de décembre, donc on n'y a pas retouché ici. Je pense que Game Workshop a juste voulu aller chercher une plus grande cohérence interne. Maintenant, je ne sais pas les impacts que ça va avoir. On peut s'attendre à ce que... en fait, c'était des changements qui visaient justement une meilleure cohérence interne, donc pas à changer la place dans le méta. Donc on peut s'attendre à ce que la place dans le méta demeure sensiblement la même, tout dépendamment comment ils vont arriver à s'adapter aux changements qu'on va observer dans le méta avec le General Handbook. On termine donc avec les Slave to Darkness, une armée que tu joues. Tu possèdes la figurine d'Archaon depuis un bon moment. Ça a été un de tes coups de cœur AOS. Donc, les Slave to Darkness, ben, eux aussi, le Gun Summoner a eu le même nerf pour l'invocation des Pink Horrors. On a les Chaos Marauders qui passent de 150 à 160. Les Maraudeurs Cavalerie passent de 90 à 110. On a le Chaos Lord sur Karkadrak qui perd 20 points, passe à 230. On a les Chaos Warriors qui perdent 10 points, passe à 90. On a les Chaos Knights, la grosse cavalerie la grosse cavalerie, il y a la Vanguard aussi. Mais donc la cavalerie lourde, Chaos Knight passe de 180 à 160. La cavalerie d'élite Varangard passe de 300 à 280. Et enfin, le Endless Spell Darkfire Demon Rift prend 30 points, passe de 50 à 80. Donc, comme joueur Slave to Darkness, comment tu reçois ces changements? C'est des beaux changements intelligents. Là. Je pense pas que ça va rendre les Slave to Darkness dominants dans le méta soudainement. Mais je pense que tous les changements vont dans le bon sens. Bon, Gun Summoner, j'en reparle pas, on en a déjà parlé, c'est un changement intéressant. Les Chaos Marauders de 150 à 160, je trouve que ça c'est une bonne chose parce qu'ils sont vraiment très bons. Jouer en petit pack ou en gros pack, leur habilité principale, c'est qu'on peut, avec une synergie dans le Battle Tome, avec un spell, on peut les téléporter, les redéployer à 9 pouces d'unité et leur bannière fait en sorte que, leur bannière ou leur musicien fait en sorte qu'ils réussissent automatiquement la charge ou presque à la part d'un double 1. Donc, pour aller prendre un objectif, laisser un peu sans surveillance derrière, on peut emmener beaucoup de modèles, rien que d'un coup sur un objectif. Puis ils frappent quand même bien pour leur point, donc ça c'est correct, ça a monté. Même chose pour les avoir affrontés, savoir que ton adversaire a 40 Chaos Marauders, qui peut envoyer à peu près n'importe où sur le champ de bataille puis réussir sa charge, c'est vraiment embêtant.
Exactement. Fait que ça, je pense, c'est un changement qui est bienvenu. Même chose, les Marauder Horsemen se sont pris 20 points. Ça faisait de la ligne qui coûtait pas très cher et qui était efficace pour ses points. Puis de toute façon, moi, j'ai pas discuté à voir ça monter de points. Surtout que là, l'autre partie du Battletome, on a les chevaliers plus armurés, hein, les guerriers du chaos, les Chaos Knights, la Vanguard. Eux ont pris une baisse. Donc c'est intéressant. Je pense que ben, moi, personnellement, je joue les Slave to Darkness. Je les joue pas pour jouer une horde de maraudeurs. Puis je les joue pour jouer la grosse cavalerie qui accompagne Archon. Je les joue pour jouer des fiers guerriers du chaos qui ont eu reçu des modèles vraiment superbes là, dans leur nouvelle itération. Donc les guerriers du chaos qui perdent 10 points, la cavalerie qui perd 20 points, c'est bien parce qu'elle manquait un petit peu de punch. Là, avec moins de 20 points de moins, elle devient cohérente avec les autres cavaleries. Et la Vanguard, 300 à 280, c'est quand même intéressant. Là. Si on en joue 2 ou 3 avec Archaon, ça nous laisse un petit peu plus de place pour choisir les héros qui vont les accompagner. Fait que je pense que tous les changements sont intéressants. C'est des changements qui sont bienvenus. Ça vient rebalancer la faction pour nous donner plus envie de jouer les modèles, je pense, pour lesquels on joue Slave to Darkness. Fait que Finalement, puis il reste le Endless Spell. Qu'est-ce que tu prends quand même 30 points? Qu'est-ce que tu en penses? ouais, mais il était vraiment bon. Fait que ça, c'est correct. Je trouve que c'est un choix qui est cohérent ici, encore une fois. Non, ça, c'est un beau travail sur les Slave to Darkness. Puis, comment tu vois le positionnement des Slave to Darkness dans le méta? Je pense qu'avec ces changements-là, on ne changera pas beaucoup leur place dans le méta. On parle quand même de changements de 10 ou 20 points ici et là. Je pense qu'ils vont rester encore là, dans le Fat Middle, peut-être dans le haut du Fat Middle. Là. Tiers 2, mais plutôt compétitif. C'est vraiment un beau Battletome avec beaucoup de synergie possible, un bon choix d'unités quand même, lorsqu'on voit toutes les unités de Shadespire qu'on peut avoir. Donc on peut avoir des écrans pour se protéger, on a des unités qui cognent avec la Vanguard. Fait que ça va être compétitif, mais ce ne sera pas dans le top du méta. Puis on voit toujours plusieurs joueurs amener des Slave to Darkness dans les gros tournois, dans le méta américain du moins. Là, donc il y a quelque chose. Puis, je pense que ce qui est important de mentionner quand on dit qu'on voit plusieurs joueurs amener telle ou telle armée dans les gros tournois, c'est que les joueurs pensent que ça vaut la peine d'aller faire un tournoi, payer pour faire un gros tournoi qui dure 2 jours, souvent pas dans la ville dans laquelle on habite, tout ça. Tu y vas pas pour jouer une armée mauvaise ou puis perdre tes 6 parties. Là. Donc ça donne une idée de ce que la communauté de joueurs pense qui peut être compétitif ou à tout le moins le fun à jouer. D'ailleurs, on voit très très peu ou pas de Beast of Chaos, on voit peu de Sylvanette, mais on voit du Khorne, on voit du Slave to Darkness, on voit du Slaanesh, on voit du Tzeentch, on voit... Ben, Slave to Darkness, c'est ça, c'est qu'il y a quand même tellement d'entrées dans Slave to Darkness que c'est facile de faire plusieurs listes différentes. Bon, moi, je la joue principalement parce que je joue Archon, fait que j'ai une liste autour d'Archon. Mais on peut jouer sans voir Archaon puis avoir un Demon Prince ou deux. On peut avoir plusieurs. Les sorciers sont intéressants. Donc il y a plusieurs belles entrées. C'est vraiment en tout cas, une faction que j'apprécie particulièrement. Puis là, je pense que les changements ici sont bienvenus pour les joueurs Slave to Darkness. Alors, c'est ce qui conclut notre analyse des changements des coûts en points pour les factions de la Grande Alliance Chaos. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air. Ça aide l'algorithme YouTube à faire voir notre vidéo, faire en sorte que plus de personnes découvrent la chaîne. D'ailleurs, on est déjà très content de la réponse qu'on a eue de la communauté. On ne s'attendait pas à avoir des centaines de vues sur nos vidéos là, dès le lancement de la chaîne. Les joueurs de chaos ou les joueurs qui affrontent du chaos, n'hésitez pas à commenter sur ce qu'on a discuté. On est toujours très intéressé à lire et à répondre à vos commentaires. Alors, sur ce, bon Wargaming!